février 2021. Bienvenue à ce webinaire sur le thème de la propriété intellectuelle, gestion des risques et compliance. Donc un gros programme qu'on va essayer de condenser en une demi-heure pour vous en présenter les points principaux. Alors, nos intervenants, donc notre Dream Team aujourd'hui, on a eu la chance que Madame Nathalie Sabec accepte notre invitation, qui est une très grande spécialiste des questions de compliance. Elle est d'ailleurs responsable compliance, sécurité financière et Know Your Customer chez BNP Paribas. Donc, elle connaît très bien le groupe BNP Paribas, puisqu'elle y a été responsable juridique de différents pôles durant des années. Elle est intervenante auprès de l'École supérieure de la banque et également docteur en droit comparé. Nous avons aussi donc Nathalie Dreyfus qui a fondé en 2004 le cabinet Dreyfus et Associés, qui est conseil en propriété industrielle, expert près de la cour d'appel et près du centre d'arbitrage et de médiation de l'UMPI, et donc qui elle aussi connaît très bien les questions de compliance, principalement sous le prisme de la propriété intellectuelle. Et moi-même, Soraya Zrek, donc juriste au sein du cabinet Dreyfus depuis un peu plus de 5 ans et spécialiste de l'économie numérique. Alors, le programme aujourd'hui se divise en 3 parties. Donc, tout d'abord, nous allons voir quels sont les risques qui sont liés à la propriété intellectuelle. Ensuite, quel est le dispositif de conformité qui couvre le risque de propriété intellectuelle. Et enfin, quels sont les acteurs concernés entre les assujettis et les non-assujettis. Alors, pourquoi associer la propriété intellectuelle et la conformité? Donc déjà, pour un rappel un peu de ce qu'est la conformité, ce sont les processus qui permettent à une entreprise, ses dirigeants et ses salariés de respecter les normes applicables, qu'elles soient réglementaires ou éthiques, afin d'essayer de ne pas engager leur responsabilité. Donc, quelles sont les démarches aussi à mettre en œuvre, donc c'est ce qu'on abordera, et quel dispositif est imposé par la réglementation pour les assujettis et celui pour les non-assujettis. Donc, je vais laisser la parole à Nathalie Dreyfus. Merci Soraya pour cette jolie introduction. Alors, compliance, propriété intellectuelle, ce n'est pas un sujet courant, vous allez me dire. Donc, pour vous montrer en quoi la propriété intellectuelle rentre dans les plans de conformité et compliance, on va déjà voir qu'est-ce qu'il y a dans la propriété intellectuelle, rapidement, parce que c'est un vaste sujet. Donc, propriété intellectuelle, ça inclut la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque dans cette matière? On remarque une transition importante et déterminante sur le digital. Et donc, l'innovation et la propriété intellectuelle sont au cœur de cette transition. Donc, le défi de la digitalisation, c'est à la fois conjuguer le monde réel et le monde numérique et en protéger les droits de propriété intellectuelle. Donc, voyons dans le détail un petit peu. Donc, dans propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on a? On a les droits d'auteur. Donc, l'auteur qui est protégé. En France, on est un des pays les plus protecteurs des auteurs dans le monde. On protège à peu près tout, sous réserve que ce soit original. C'est le juge qui va décider de façon arbitraire si une œuvre est originale. Et on a des atteintes multiples. On peut avoir une atteinte au droit moral de l'auteur. On peut avoir une atteinte à son droit de divulgation, à son droit au respect de l'œuvre et au droit à son nom, à sa paternité. Voilà, donc le droit d'auteur, pas de formalité. Les brevets, donc ce qu'on appelle le hard IP, en opposition avec le soft IP, qui est tout ce qui est logiciel, droit d'auteur, etc. Donc ça, c'est l'invention technique. Et donc là, on va protéger un produit ou un procédé. Et il faut que l'invention soit... il faut prouver une activité inventive et il faut qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Donc là aussi, beaucoup de risques sur les brevets. Risque de divulgation de l'invention avant que le brevet soit déposé. Risque que le brevet soit déposé pas au bon nom au bon titulaire. Risque que la nouveauté ne soit pas reconnue. Donc, à côté des droits d'auteur, des brevets, nous avons les marques, donc un signe distinctif. Et là aussi, beaucoup de risques liés aux marques. La marque peut ne pas être disponible, il peut y avoir des droits antérieurs et qui vont générer un problème d'image de marque de la société. Au niveau du dépôt de la marque, le libellé peut être inadapté, soit trop large, soit trop réduit. Aussi, on peut utiliser une marque en pensant être protégé parce qu'on l'utilise et on ne l'a pas déposée. Donc là aussi, un risque parce qu'aujourd'hui, pas de dépôt, pas de marque en France et dans la plupart des pays, sauf les pays de common law où on a des marques d'usage. Risque si on n'exploite pas la marque.
qu'elle soit déchue, qu'elle soit annulée, parce que dans la plupart des pays, on va vous demander de prouver l'exploitation de votre marque pendant 5 ans au moins, soit à compter du dépôt, soit à compter de la dernière exploitation. Et également, toi, comme en matière de brevet, risque qu'elle soit déposée au nom du mauvais titulaire, et donc risque aussi sur la contrefaçon, l'absence de droit, l'usurpation et une impossibilité de valoriser le nom. À côté des marques, les dessins et modèles, donc qui protègent l'apparence, la forme et qui vont conférer aussi un monopole d'exploitation. Là aussi, on a des risques parce que comme en matière de brevet, si c'est divulgué, ça n'est plus protégeable. Donc, un risque de ne pas déposer au bon moment les dessins et modèles. Aussi un risque que le dépôt soit imprécis, pas assez d'images, on n'a pas déposé exactement ce qu'on voulait protéger. Également, la titularité et risque de l'absence de dépôt puisqu'on n'aura pas de droit. Et là aussi, tout ce qui est contrefaçon. Donc, sur les noms de domaine, on arrive dans la sphère digitale et de façon générale, on sait aujourd'hui que tout ce qui est cyberincident, c'est extrêmement sensible. Ça fait partie des risques premiers que redoutent les entreprises en France. C'est le risque numéro 1, les cyberincidents. Après, on a le business development. Donc, si on reste sur le risque d'incident cyber, on a en cœur de ce risque le nom de domaine. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate un paradigme avec trois volets. Un, augmentation des menaces sur Internet. Deux, une augmentation des exigences de conformité et de compliance aussi, avec la loi vigilance, etc. On demande de plus en plus aux entreprises de pouvoir être conformes à tout un panorama législatif et de règles. Et troisièmement, on a la mise en place du RGPD qui protège les données personnelles, c'est très bien, mais d'un autre côté, ça laisse un espace sécurisé pour les fraudeurs puisqu'on ne sait plus qui ils sont, on n'arrive plus à trouver leur identité dans les fiches WHOIS des noms de domaine. Donc, qu'est-ce qu'on a sur les noms de domaine? On a des risques très, très variés, on a du phishing, on a de la fraude au président, on a des fausses offres d'emploi, des faux sites web, sur les réseaux sociaux, des faux comptes. On peut avoir de l'usurpation d'identité, ça peut être du management, de l'administratif. On peut avoir de la présence des serveurs MX qui permettent aux fraudeurs de diffuser de façon large des campagnes néfastes pour l'entreprise. Et arnaque au code Rio, c'est ce code qui permet aussi de changer d'opérateur de téléphone, par exemple. Alors, sur l'interne de mon domaine, on a aussi l'exemple de l'affaire Vinci du 2 novembre 2016 qui illustre assez parfaitement les risques dont Nathalie vient de nous parler. Alors, une expérience assez dramatique pour Vinci, donc en fait, qui a été menée à travers le nom Vinci.group, donc quasiment identique au nom officiel Vinci.com. On parle souvent du groupe Vinci, donc pour un internaute, il est très facile d'être trompé et de penser que Vinci.group est un nom officiel. Et donc ce nom a été utilisé pour diffuser de fausses informations sur la base d'un communiqué de presse frauduleux, et bien un faux site internet qui annonçait des irrégularités présumées dans les comptes du groupe BTP Vinci. Donc évidemment, une telle information qui est relayée aussi par les groupes de presse entraîne pour la société une chute de plus de 18% sur le marché boursier. Et ce qui est important de savoir, c'est que si Vinci avait réagi beaucoup plus rapidement face à ce nom de domaine, au lieu de laisser un peu traîner les choses, le risque aurait pu être anticipé et évité. Alors, donc, suite à cette affaire, l'AMF a mis en place des recommandations générales pour aider les entreprises à se protéger. Donc, parmi ces recommandations, on a le fait de sensibiliser les équipes qui sont impliquées dans le processus de gestion de la diffusion de l'information réglementée, le fait d'envoyer aux diffuseurs professionnels simultanément tous les communiqués qui sont adressés aux agences de presse, donc pas de disparité là-dedans, communiquer autant que possible en dehors de période de cotation, ce qui permet aussi de rassurer, et surtout mettre en place des procédures fiables pour garantir une transmission et un accès sécurisé. Donc c'est vrai que ces procédures constituent un grand enjeu pour les entreprises en termes de sécurité. Certaines recommandations sont aussi spécifiques au nom de domaine. Donc il faut mettre en place un dispositif de veille sur les noms de domaine, donc savoir quels sont les noms de domaine qui sont enregistrés et qui peuvent vous porter atteinte à la marque. Prévoir et tenir à jour une procédure d'urgence permettant de réagir au plus vite. Donc si on reprend l'exemple de Vinci, ça aurait pu permettre d'éviter l'atteinte qu'ils ont subie et les conséquences qui en ont découlé.
et aussi se tenir informé des tendances en termes de piratage pour adapter les dispositifs en conséquence. Voilà, donc on voit bien donc, la propriété intellectuelle est prise par ces questions, est complètement prise par ces questions de risque. Et quels sont les impacts? Ils sont directs pour la société et ils sont graves. Une perte de chiffre d'affaires, s'il y a fraude, il peut y avoir la responsabilité des dirigeants qui est engagée en cas de défaillance, de non-respect de loi ou de corpus réglementaire, un recours des actionnaires contre les dirigeants, s'il y a une perte de valeur. Même une mise en cause de l'existence de la société avec une manipulation du cours de l'action et aussi perte financière de façon générale. Donc, quel est finalement le lien alors entre propriété intellectuelle et conformité? Le lien, c'est toute la propriété intellectuelle et c'est cette digitalisation qui est omniprésente aujourd'hui et qui est source à la fois d'immenses opportunités pour les entreprises, mais également de nombreux nouveaux risques aussi. Et donc, la stratégie en propriété intellectuelle, elle doit évoluer pour limiter ces risques. Et on sait que les acteurs les plus touchés dans le domaine de la digitalisation, c'est tout le monde, mais en particulier les médias, la presse, l'industrie financière et naturellement le e-commerce. Donc, si on reprend un petit peu les atteintes qu'on a vues, on a parlé de phishing, on a parlé de fraude sur Internet, il y a aussi la mise en place de fausses loteries. Qu'est-ce que ça, en quoi c'est impacté dans la conformité? C'est clairement une atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise. Si on est en matière de brevets, de dessins et modèles, de fausses pièces détachées, par exemple, de faux médicaments, faux produits cosmétiques, on va avoir des questions de contrefaçon qui sont également prises par la conformité. Et l'usurpation d'identité, le vol, c'est clairement de la fraude et on est au cœur de la compliance. Donc, si on regarde plus précisément, par exemple, dans le droit d'auteur, on n'en a pas encore parlé, mais on en a parlé, mais on n'a pas parlé du marché de l'art. Le marché de l'art, c'est blanchiment de l'argent facilité, et c'est un marché noir qui représente 10% du marché mondial de l'art, dont la moitié provient du blanchiment d'argent. Donc, c'est une lente progression française vers la conformité aux règles et aux bonnes pratiques, selon la CAMAS. Et donc, si on prend par exemple en plus en détail, donc sur les fausses pièces détachées, donc là, il y a une origine douteuse du produit, il peut y avoir une perte de compétitivité, des retombées économiques, des produits achetés qui sont de moindre qualité. Faux médicaments, on en a parlé, donc il peut y avoir la reproduction de la marque, la contrefaçon du brevet, les faux produits cosmétiques, donc ça c'est énorme sur le marché aussi. Donc, quel dispositif de conformité couvrant le risque de propriété intellectuelle? Je vais laisser la parole à Nathalie. Oui, merci Nathalie, merci Soraya, bonjour à tous. Alors, sur cette partie-là, moi je vais expliquer en trois petites parties. D'abord, quel dispositif de conformité dont il s'agit, on parle de quoi. Ensuite, je vais expliquer la démarche qu'on va suivre finalement pour pouvoir mettre en place un dispositif qui intègre la propriété intellectuelle. Et enfin, on va aborder bien sûr la classification et la cartographie des risques. Donc d'abord, sur cette partie, quelle conformité? Alors, on vise bien entendu la conformité réglementaire. On parle des différentes réglementations, notamment sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est bien sûr, alors je ne l'ai pas cité ici, mais c'est bien sûr le GAFI, le groupe d'action financière, qui a émis plusieurs recommandations, une quarantaine de recommandations et ensuite d'autres recommandations, et dont s'est inspirée la réglementation européenne, puisqu'on a plusieurs directives qui concernent la lutte contre le blanchiment. Alors, je ne les ai pas énumérées toutes, mais ces directives ont grandement inspiré la réglementation française. Alors, j'ai cité que l'ordonnance de 2009 sur la transposition de la troisième directive, mais il y a bien entendu la quatrième qui a été transposée également en 2016, et puis la cinquième directive qui est en cours aujourd'hui et qui renforce de plus en plus le dispositif de la lutte contre le blanchiment. Alors, comment peut-on définir cette non-conformité? De quoi il s'agit encore une fois? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la non-conformité? Eh bien, on vise la non-conformité, c'est le non-respect
le non-respect des obligations d'abord légales et réglementaires. Donc, on a parlé de ces obligations et de la réglementation dans la slide d'avant. Ensuite, des normes professionnelles. Alors, c'est les normes professionnelles qui sont édictées pour chaque corps de métier. Ensuite, des principes déontologiques ou encore des instructions et des procédures internes. Ici, on vise la conformité réglementaire, encore une fois. Donc là, j'ai cité l'article du Code monétaire et financier. Il s'agit des activités réglementées et donc des activités dont on a besoin d'un agrément. Donc, par exemple, les établissements de crédit, les banques ont besoin d'un agrément, mais pas que. On le verra dans la dernière partie. Donc ça, c'est important de le noter. Ensuite, on va évidemment clarifier un peu plus le contenu de ce dispositif de conformité qui est exigé. D'abord, alors ici, je vous ai mis que les dispositions réglementaires, mais on donnera des exemples ultérieurement. D'abord, sur les articles concernés, c'est toujours le Code monétaire et financier et c'est toujours l'arrêté de 2014 qui clarifie ce dont il s'agit. Donc, on parle d'un dispositif de contrôle des opérations et des procédures internes. On est d'abord dans un dispositif de contrôle de la conformité, un dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, une cartographie des risques dont la loi clarifie ce que c'est et précise les critères. Ensuite, un système de documentation et d'information, tout ça pour avoir un cadre global de gouvernance, de contrôle, des procédures qui vont finalement faire partie qui vont constituer en quelque sorte le dispositif de la conformité. Si on va à la slide d'après, et ça c'est plutôt un rappel, je dirais, que contient la conformité. Quand on parle de conformité, il y a plusieurs domaines en fait. Il y a d'abord, bien sûr, le KYC. Pour ceux qui travaillent dans les établissements de crédit, ils connaissent bien cette partie-là. Tout ce qui est entrée en relation, tout ce qui est prévention des conflits d'intérêts, la primauté de l'intérêt des clients, tout ce qui est vigilance et contrôle interne, l'intégrité des marchés, le RGPD, la protection des données personnelles, mais surtout, pour ce qui nous concerne ici, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, encore une fois. C'est également le respect des gels des avoirs et les embargos. Et donc, tout ça constitue une direction de conformité dans on va dire, dans tout établissement. À cela s'ajoute souvent, et de plus en plus, une charte déontologique ou encore un code de conduite ou encore des documents spécifiques qui vont encore une fois décrire la gouvernance et la conformité de chaque entreprise. Dans cette partie, alors, on va passer à la démarche à entreprendre. Et ça, c'est important parce qu'on va voir comment le cheminement va se faire pour pouvoir définir le contenu de cette conformité. D'abord, de qui il s'agit. Alors, on va définir de quelles activités il s'agit, quelles sont les professions visées. Ensuite, on va clarifier quoi, c'est-à-dire quels sont les risques à couvrir, encore une fois, qui peuvent varier d'une entreprise à une autre. Et dans la troisième partie, on va clarifier aussi sur les actions à mettre en place pour limiter les risques. Donc, c'est vraiment un processus très clairement qu'on va suivre pour définir le contenu de ce dispositif. Dans cette slide, j'ai décrit un peu plus en détail ce dont il s'agit. Donc, le qui dont il s'agit, c'est bien entendu les activités réglementées. On va les étendre par la suite. Les activités réglementées contiennent à la fois des activités financières, donc ce sont les établissements des crédits, mais pas que. Il y a des activités non financières et on le verra par la suite. Ensuite, le dispositif dont il s'agit, eh bien, c'est un dispositif qui a pour but d'avoir une maîtrise des risques. Et là, ce sont les niveaux de tolérance au risque qu'on va fixer grâce à une méthodologie qu'on va définir ultérieurement. Ensuite, on va parler du comment, donc la méthodologie qu'on va suivre pour identifier les risques, les classer, les prioriser et arriver véritablement à mettre en place le dispositif adapté à l'activité en question. Dans cette démarche, encore une fois, et ici je vous ai mis les étapes en quelque sorte, on va commencer par l'élaboration des classifications, d'une classification des risques. Là, en fait, vous avez un article dédié à cette classification qui donne une méthodologie bien claire avec des critères à suivre pour faciliter cette classification. Cette classification aura pour but, donc l'objectif, c'est bien d'identifier et d'analyser, de comprendre les risques
que l'établissement ou la société ou l'entreprise est exposé. Ensuite, avec cette classification des risques, je vais pouvoir faire ma cartographie des risques, laquelle va comprendre un certain nombre de dispositifs, des scénarios, qui vont me permettre d'évaluer mes risques et finalement de les scorer et de mettre des hypothèses de travail pour chacun des risques. Et enfin, dans cette cartographie des risques, et c'est là le point important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien d'intégrer les risques et les atteintes à l'API dans cette cartographie des risques. Et ça, c'est très important parce qu'il faut comprendre que la fraude, la contrefaçon ou l'atteinte à l'image, tout risque d'atteinte à l'image, sont des risques de propriété intellectuelle et qui sont intégrés dans la cartographie des risques suivant les activités des entreprises, bien entendu. Donc, sur cette classification des risques, et là c'est important, ce que vous voyez, c'est un exemple qu'on a pris. Alors, on ne va pas aller dans le détail de l'exemple, mais ça, au moins, ça permet de clarifier le point. Je prends un exemple d'une banque en ligne qui propose, qui propose un service de carte prépayée. Donc, j'ai cette activité-là. Comment je fais? Eh bien, j'ai une méthodologie à suivre. Pour classer d'abord mes risques, je vais d'abord me poser un certain nombre de critères qui sont définis encore une fois par le Code monétaire et financier. D'abord, je me dis quels sont les produits, la nature des produits que la banque met à disposition de ses clients. Eh bien, ici, dans notre exemple, ce sont des cartes prépayées. Ensuite, je vais me poser la question sur les caractéristiques de mes clients. Quelles sont les caractéristiques de ces clients? Eh bien, les clients, ce sont des clients en fait que j'ai onboardés à distance et donc j'ai des caractéristiques bien spécifiques. Ce n'est pas comme les clients que je peux voir et que je peux accueillir dans une agence bancaire. Donc ça, c'est important aussi à définir. Ensuite, un autre critère, c'est pour dire les conditions des transactions pour lesquelles je vais réaliser des transactions, dans quelles conditions? Eh bien, comme c'est une banque en ligne, je vais utiliser en fait l'Internet ici. C'est pure transaction digitale, on va dire. Donc, le risque n'est pas le même. Ensuite, je vais avoir un autre critère à clarifier, ce sont les pays d'origine et les pays de destination de mes produits et de mes transactions. Là aussi, c'est un critère important à définir. Et enfin, je vais avoir le critère, bien sûr, du canal de distribution, le canal de distribution de mes produits. Lequel est-il? Est-ce que est-ce que c'est un canal physique à travers des agences? Est-ce que c'est un canal pur Internet uniquement? Et c'est le cas ici dans mon exemple. Et donc, de ces critères-là, je vais définir la classification de mes risques. Alors, je vais le voir dans cette slide, voilà. Et bien là, cette classification va me permettre d'identifier l'ensemble de mes risques. J'ai pris l'exemple de la banque étudiée. La banque étudiée, on a dit que c'est une banque qui commercialise ses produits par Internet uniquement. Donc là, pour le coup, le canal de la marque, c'est très important. La marque doit être protégée, je dirais, puisque je communique uniquement par le nom de la banque et pour cela, en fait, elle va communiquer à travers un nom de domaine. Et là, pour le coup, j'ai un risque plus grand, plus élevé, à la fois de IT sécurité, hein, si on veut dire plus globalement, mais surtout de cyberattaque, de phishing, etc., etc. Et tous ces risques-là, normalement, je dois les identifier dans mon exercice, mais au début, je classe mes risques pour pouvoir les hiérarchiser. Là, je vous ai mis en fait la cartographie des risques. Alors, après cette classification, normalement, je vais entreprendre l'exercice de la cartographie des risques, qui est un exercice de détailler en fait l'ensemble des risques et de leur donner une sorte de rating. Ici, je vous ai mis pour mémoire en fait les différentes cartographies qu'on peut faire suivant les risques et qu'on voudrait identifier. Nous, pour ce qui nous concerne ici, pour l'exercice, c'est vraiment une cartographie des risques de non-conformité, encore une fois, puisqu'il s'agit pour nous de rester dans le cadre réglementaire de la conformité. Et donc, j'ai rappelé ici la définition qui est donnée par l'arrêté de 2014 sur les risques de non-conformité. Sur cette slide, alors ça c'est important, et ça c'est encore une fois à titre d'exemple, parce que la cartographie des risques peut varier d'une entreprise à une autre, les méthodologies peuvent varier, ce n'est pas imposé comme méthodologie, bien que les critères le soient. Là, c'est vraiment l'exercice de vous permettre d'avoir une matrice en quelque sorte, qui va en fait associer la survenance, la possibilité d'avoir
une perte, donc une survenance d'une perte potentielle avec des scénarios. Et donc, je vais pouvoir définir la situation, les différentes situations à risque, avec une survenance du risque, par rapport à une action corrective que je vais mettre en face. Et ce sont des hypothèses que je vais, de travail, et je vais associer à chaque hypothèse la probabilité de la survenance du risque à une action corrective. Donc, je vais anticiper finalement mon risque. Mais encore une fois, c'est un exemple qui pourra être adapté suivant les nécessités. Bien entendu, ici, je vous mets c'est quand même les impacts les plus importants en matière de non-couverture et du risque de non-conformité. C'est bien sûr d'abord et avant tout un impact financier pour l'entreprise qui peut aller au-delà d'ailleurs des 25% du chiffre d'affaires, hein, ça dépend. C'est aussi un risque, le risque de non-conformité, c'est un risque réglementaire puisqu'il y a une infraction à la loi et là pour le coup, ce sont des amendes ou encore ça peut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. C'est un risque absolument important réputationnel. L'entreprise, elle peut avoir beaucoup de problèmes en termes d'image et donc un impact direct à la fois financier et d'image sur ses clients, sur l'image qu'elle véhicule. Et donc, sur ce dispositif, ce qui est important de retenir, c'est que le dispositif de conformité doit intégrer en fait des éléments, suivant l'activité de l'entreprise bien entendu, mais des éléments de risque de propriété intellectuelle pour pouvoir les limiter et anticiper justement les actions correctives dans ce risque-là. Alors, sur cette partie-là, les acteurs concernés, on parle de qui finalement? Quelles sont les entreprises concernées? Alors, la loi nous dit d'abord, ce sont les assujettis. Les assujettis sont listés évidemment dans l'article du Code monétaire et financier que je vous ai mis pour mémoire. Mais bien entendu, ce sont, comme je disais tout à l'heure, à la fois les activités financières, tous les établissements de crédit, les sociétés d'assurance, etc., et les activités non financières. De plus en plus, la réglementation a étendu en fait cette obligation, ces obligations de mettre en place un dispositif de conformité et de lutte contre le blanchiment. Encore une fois, hein, on parle de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, la méthodologie, elle est clairement mentionnée, c'est un cadre réglementaire et c'est une cartographie à mettre et à adapter par les entreprises pour pouvoir avoir ce cadre obligatoire pour les assujettis. Sur les professions non financières, et là c'est important de les lister parce que, encore une fois, la loi au départ ne faisait cette obligation, ne mettait cette obligation que pour les professions financières, hein, pour le secteur financier. Là, ça s'est étendu. Alors j'ai listé quelques activités, comme par exemple les opérateurs de jeux, les jeux en ligne, ils sont imposés à mettre en place un dispositif de conformité pour lutter toujours contre le financement du terrorisme, pour lutter contre le blanchiment de l'argent des capitaux, en fait. Alors, les entreprises non assujetties, et c'est là l'exercice important qui est à faire, c'est évidemment, on a parlé des assujettis, ils sont obligés de faire ce travail, mais les non assujettis, là, il y a peut-être à prendre un dispositif à mettre en place et qui serait simple finalement, la méthodologie serait simple à mettre en place, c'est partir de cette cartographie des risques qui est un exercice à la main de chaque entreprise, quelle que soit son activité, pour définir ses risques, pour mettre en place les actions correctives en cas de réalisation de ce risque. Et donc, c'est vraiment l'outil de pilotage de la gestion des risques de non-conformité par excellence, cette cartographie des risques, et qui peut être vraiment quelque chose de très simple. Un Excel sheet peut être tout à fait mis en place pour faire cette cartographie des risques. Alors, ça permettra, comme j'ai listé ici, de recenser les risques, c'est très important, de les hiérarchiser et de voir l'efficacité de votre dispositif en cas de réalisation de ces risques surtout. Pour conclure, trois choses importantes à retenir. D'abord, pensez cette cartographie des risques pour intégrer vos sujets de propriété intellectuelle parce que de toute façon, vous avez le risque d'image qui est tout de suite impacté. Et pour faire ce travail, c'est à travers, je vous ai cité quelques critères, mais par exemple, le critère de canal de distribution, comme j'ai dit,
le critère de dire je distribue mes produits à travers Internet, eh bien tout de suite je vois le risque, c'est l'usage du nom de domaine. Et dans ces cas-là, c'est un titre d'exemple. On peut évidemment renforcer la protection peut-être du nom de domaine dans ce cadre-là. Le deuxième risque qu'on a développé un petit peu, c'est le risque de fraude et de contrefaçon. Et là, c'est lié au produit et à l'activité encore une fois. Que faire dans ce cadre-là pour pallier à la réalisation de ce risque? Là aussi, il y a la protection adaptée de la marque et des noms de domaine qui va peut-être répondre et anticiper finalement à la réalisation de ce risque. Et enfin, il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que adapter le niveau de risque au niveau de tolérance au risque, ça, c'est à la main de chaque entreprise. C'est quelque chose qui est en lien direct avec la politique de l'entreprise, puisque ça peut varier. Et c'est vraiment à l'entreprise de décider où est-ce que le niveau peut être satisfaisant pour elle. Et donc ça, ce sont des actions adaptées à chaque entreprise à chaque fois. Mais là, pour le coup, je vais laisser peut-être Nathalie développer et donner peut-être des exemples plus concrets de protection en matière de pays. Merci beaucoup Nathalie. Oui, je réagis simplement, donc je suis entièrement d'accord. Et CQFD, je pense que c'est très clair, hein. Compliance et propriété intellectuelle, il faut absolument, lorsqu'on fait de la compliance, penser propriété intellectuelle, et lorsqu'on fait de la propriété intellectuelle, penser compliance. Juste peut-être un exemple plus concret pour rentrer dans le vif du sujet. Par exemple, on parlait des noms de domaine, qui est vraiment le cœur sur le digital des atteintes qu'on peut avoir. Donc, comment est-ce qu'on va cartographier, comment est-ce qu'on va mettre en place les plans? On peut faire une recherche d'antériorité, par exemple, sur les noms de domaine. C'est un exemple. Hein. Après, sur chaque droit, il va falloir s'adapter. Une recherche d'antériorité et à partir de là, un audit qui permet de placer le curseur en termes de risques que la société est prête à prendre. Sachant que sur certaines typologies de noms de domaine, on sait qu'il y a des atteintes. On parlait du serveur MX, donc s'il y a des serveurs qui sont configurés, on sait que ça peut être explosif. C'est l'affaire Vinci dont nous a parlé Soraya, qui a quand même chahuté le cours de l'action en bourse. Donc, on sait que certaines typologies, certaines situations sur des noms de domaine, par exemple, sont à risque. On sait les appréhender et on sait comment limiter les risques dans cette partie-là. Même chose sur les marques, sur les droits d'auteur, sur l'art et sur les brevets. Voilà, ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. On a tenu le timing sur un sujet très vaste et très intéressant. Je remercie Nathalie pour son intervention. Je remercie Soraya pour sa présentation très claire. Le temps qu'on s'était imparti est écoulé, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou si vous avez des observations à nous contacter au cabinet. Voilà, ben merci beaucoup à tous et puis on vous souhaite une très belle journée et surtout prenez soin de vous et des vôtres. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.